Ouais, gros. Les gars, comment ça va aujourd'hui? Écoute, très bien. La grande forme. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, messieurs, on accueille Artie. Artie, ça va être super intéressant aujourd'hui parce que tu es quelqu'un qui a une vision très particulière des choses. Tu es une sorte de philosophe, je trouve, enfin, dans ton approche des choses, dans le côté posé. On s'était rencontrés pour la première fois à Megève lors d'une petite retraite entre entrepreneurs. Et tu avais à toute une partie de ton temps passé au téléphone avec des personnes qui étaient en plein burn-out parce que tu es un petit peu cette personne qui a réussi à comment dire, à régler des personnes déréglées pour qu'elles arrêtent de péter un plomb dans leur vie et leur éviter de se tirer une balle dans le crâne. Donc, ça va être très intéressant parce que nous, on est team hyper croissance, travail dur, vraiment un peu les clichés de l'entrepreneur du 21e siècle. Et toi, tu as récupéré les personnes un peu en morceaux derrière et donc tu as une vision peut-être de la performance qui va être différente. Avant d'entrer dans ce sujet-là, est-ce que tu veux te présenter peut-être pour l'audience si j'ai manqué quelque chose? Ouais, bien sûr. Alors moi, c'est Arti, Art Bilan, mon prénom. Je viens d'avoir 31 ans là, et ça fait depuis 2014 que je gravite un peu dans le monde du business en ligne et que je vois un peu tout ce qui se fait. J'ai testé plein de trucs, j'ai foiré plein de trucs. J'en ai réussi aussi un peu. Et là, mon gros focus depuis 3 ans maintenant, c'est Adomeos, du coup, ça veut dire vers l'équilibre. Et c'est une activité à travers laquelle j'accompagne des gens à gérer le stress. Ce qui m'amène à parler de plein de sujets, hein, bien sûr, tout ce qui touche à l'hygiène de vie, le sommeil, l'alimentation, l'activité sportive, la respiration, la mobilité, mais aussi la connaissance de soi, la psychologie, le rapport à soi-même, le rapport aux autres, et aussi le rapport à l'argent, la création de valeur, l'investissement. Donc tout ça gravite autour d'un axe central qui est le stress, le rapport au stress. Qu'est-ce que c'est le stress? Quels sont ses enjeux, ses leviers, et comment faire pour que ça reste notre meilleur ami, que ça ne devienne pas notre pire ennemi, parce que dans beaucoup de cas, le stress devient chronique et devient un ennemi et une entrave à la performance, quoi. Ça va être sympa, on va pouvoir parler un peu d'équilibre parce qu'on a des avis un peu controversés, surtout Massy, sur l'équilibre. Les gars. Yes, yes. Et du coup, ouais, on avait fait un podcast où on disait que l'équilibre, ça pouvait être l'ennemi de la croissance et à chercher une vie trop équilibrée, tu vois. Tu peux, en fait, entrer dans une phase de stagnation et qu'à à certains moments, il faut créer des déséquilibres pour aller chercher, tu vois, un nouveau stade d'équilibre. Tu crées un déséquilibre, que ce soit dans le sport, que ce soit dans pas mal de milieux. C'est quoi un peu toi, Bien ta sûr, position sur ça? il y a le niveau de lecture de surface, et après, il faut creuser un peu pour aller chercher de la nuance. Et tout ce qui est exact est inapplicable. Du coup, j'essaie de dresser des narratifs un peu lisses pour que les gens puissent comprendre. Mais quand je dis adoméos, ça veut dire vers l'équilibre, l'objectif, c'est pas d'amener les gens à un état d'équilibre, parce qu'un état d'équilibre, ça veut dire la mort, en fait. Un état d'équilibre, c'est quand il n'y a plus de mouvement, c'est quand il n'y a plus de vie. Donc moi, l'objectif, c'est plutôt d'aider les gens à être capables d'explorer les extrêmes, mais d'être conscients qu'ils sont dans un extrême, des conséquences que ça implique, pour parfois aller dans l'autre extrême. Je prends quelqu'un qui est hyper performant, qui arrive à produire énormément de valeur et qui est hyper performant physiquement et ou cognitivement, bah peut-être que pendant quelques semaines, ça va... Attends. Peut-être que pendant quelques semaines, ça va tenir, mais s'il fait ça pendant 10 ans, il va s'épuiser, il va détruire son capital santé, et il y a des moments où il aura besoin de s'ultra reposer, en fait, pour pouvoir continuer à performer à d'autres moments. Moi, c'est ça ma politique, plutôt. Et je voulais rebondir sur la fin de ta question, mais je l'ai oublié. Moi, du coup, ça m'amène sur une question, c'est comment faire cette transition d'extrême à une autre extrême? Et quand Bah, est-ce que déjà, il tu faut bah, repères que là, t'es dans le trop, t'es dans le surplus de l'extrême en question? OK. Déjà, le point clé, c'est qu'il faut être à l'écoute de soi. Si t'es pas à l'écoute de soi, si t'es coupé de tes sensations et de tes émotions, tu te rends pas compte quand t'es en zone rouge depuis trop longtemps. Tu vois, dans une voiture, il y a un voyant moteur qui te dit quand le moteur surchauffe. Toi, t'as pas de voyant moteur, donc voilà, il te reste que l'écoute de toi-même. Et si tu l'as pas, bah t'es baisé. Plus tu bois si tu bois 8 cafés par jour, les voyants moteurs ne s'allument pas. Donc tu te rends pas compte que moi j'en bois un. Tu te rends pas compte que t'es en surchauffe. Donc le premier truc, c'est de savoir s'écouter et savoir identifier les signaux. Quand ton corps t'envoie des signaux, ça peut être des maux de tête, bah au lieu de prendre 2 Doliprane, bah tu prends une pause. Ok. T'as vu que je suis senti personnellement attaqué avec les cafés La par jour. café. Ça, c'est pour lui. Ah, tu sais, je t'ai vu, tu sais, dans le sous-bois comme ça, m'en tirer une, ça a l'air de rien. Mais ouais, non, c'est vrai que. D'être tout ça, mais comme on est enjoint tout le temps à surperformer, à ne jamais s'arrêter par pression sociale, par désir mimétique d'avoir toujours plus, de faire toujours plus que l'autre, eh ben on s'écoute pas. Et on est dans l'excès de confiance, surtout entre 20 et 30 ans chez les hommes. Sauf que l'excès de confiance, bah il a ses limites. Mm. C'est vrai. Et
Donc toi, tu t'occupes vraiment de personnes qui, enfin, quand elles viennent te voir, les personnes, c'est qu'elles ont trop tiré sur la corde, c'est que le voyant moteur, il était orange, puis rouge, et après la voiture, elle limite, elle démarrait plus. Hem, c'est peut-être un très large sujet, mais quand tu récupères une personne comme ça, c'est, c'est quoi un petit peu la méthode pour, un petit peu, tu vois, la passer sur le pont et recommencer à changer les pièces? Déjà, la base de la méthode, c'est d'essayer de lui faire comprendre que se traiter comme une machine, ça fonctionne pas. Que se gérer comme un personnage de jeu vidéo avec des curseurs qu'il faut optimiser dans tous les sens, ça fonctionne pas. C'est passer complètement à côté du plus important, qu'on est un peu des humains, en fait. Donc déjà, il y a un travail de surface sur l'hygiène de vie pour parfois poser des bases. Et parfois, j'ai affaire à des gens qui sont enfermés dans une espèce de prison de bonnes habitudes, de rigidité, de minutie, l'alimentation, le sport, machin. Donc moi, avec ces gens-là, le but, ça va être de faire exploser toutes leurs croyances et de faire voler tout ça en éclats pour ne garder que ce qui est vraiment intéressant, que ce qui est vraiment efficient et même, on peut dire, ce qui est vraiment rentable. Et ensuite, l'étape d'après, enfin, je dis après, mais ça se joue en même temps, tout ça, ça fonctionne ensemble, c'est de faire un gros travail de fond sur les fondations psychologiques. Je dis souvent que si tes fondations psychologiques sont friables, elles sont fragiles, tu vas pas pouvoir construire grand-chose. C'est comme si tu construisais un immeuble de 20 étages sur des fondations fragiles, il va s'effondrer à la moindre tempête. Ben, un humain, c'est pareil. Si tes fondations psychologiques sont fragiles parce que tu as eu une enfance de merde, ou même parce que tes parents ou tes grands-parents ont vécu des trucs horribles dans leur vie, et ça va se transmettre génétiquement et épigénétiquement, bah, tu pars avec un handicap, quoi. Et tu vas être beaucoup plus facilement submergé par le stress et par le surmenage. Donc ça, c'est le travail de fond. Et le travail de surface, c'est ce que je t'ai dit avant, c'est retrouver de la vitalité, de l'énergie, revoir et amener au corps ce dont il a besoin pour fonctionner, hein, des nutriments, de l'oxygène, du repos. C'est de la physique de base, en fait. C'est de la mécanique, c'est de la thermodynamique, en fait. Et c'est quoi ces fondations? Ces fondations, c'est est-ce que tu as été comblé dans l'enfance sur le plan matériel, sur le plan émotionnel, sur le plan affectif, sur le plan humain? Mmh. La plupart des gens, il leur manque une case à ce niveau-là. Moi, j'en fais partie aussi. C'est extrêmement rare de tomber sur des gens qui sont parfaitement construits psychologiquement. En général, ces gens-là, ils ont aucune peur du rejet, ils supportent super bien le stress, bon, ils sont un peu indestructibles. Bon, jusqu'à un certain point, bien sûr, mais la plupart des gens n'ont pas cette chance. Et il y a aussi une corrélation inverse entre, la solidité, enfin, à quel point tu es bien construit psychologiquement et à quel point tu seras capable d'être à l'écoute de toi-même. Plus tu es ravagé, plus tu es coupé de toi-même, donc plus tu as tendance à te partir loin dans les extrêmes et à te maltraiter et à arriver à un stade où bah, tu finiras en burn-out ou tu feras, je sais pas, tu vas t'endormir au volant et tu feras un face-à-face en voiture. J'ai Alors c'est très intéressant et dans le cas contraire où c'est tout ce que tu as mal vécu qui te construit, du coup, c'est quoi tes fondations? Ok, tout ce que tu veux dire, c'est que c'est le cas de figure où tous tes traumatismes, toutes tes mémoires traumatiques façonnent qui tu es et font de toi quelqu'un de plus fort. Ce qui, au final, te rend antifragile, c'est cette forme d'excessivité de Ouais. fragilité. Bah, écoute, l'humain est une machine, assez fascinante qui a des capacités d'adaptation incroyables. Ça revient à ce que William disait tout à l'heure. Bah, tu avais abordé ce sujet indirectement, je sais plus avec quel terme, mais mais oui, on est adaptable. On est capable de pratiquer ce qu'on appelle l'hormèse, de se renforcer face à l'adversité, jusqu'à un certain point, en fait. Encore une fois, quelqu'un qui est bâti sur des fondations saines, il va avoir une bien plus grande capacité à se renforcer face à l'adversité et à faire tu l'as dit, tu as utilisé le terme, à être dans l'antifragilité que quelqu'un qui est bâti sur des fondations, Je fragiles. suis pas d'accord. Mais la personne qui est un peu ravagée psychologiquement, elle peut se raconter toutes les belles histoires du monde et se convaincre que, la faiblesse n'existe pas, elle est un super héros, qu'elle est une machine, qu'elle n'a aucune limite. Au final, la réalité, elle rattrapera toujours un jour ou l'autre. Et dans le cas où il accepte en fait qu'il y a de la limite, je te donne un exemple tout con, hein. Mes parents ils se séparent à 14 ans. Ouais. À 18 ans, je devais signer en club pro, mon père il me l'enlève parce que pas d'autorisation parentale. Je vais travailler en parallèle de mes études entre 16 et 18 sans pouvoir aller à l'école parce que je dois prendre la responsabilité de toute ma famille, parce qu'il y a les huissiers à la maison. Mmh. Je prends mes responsabilités, je le fais, je passe mes diplômes, je fais tous les boulots d'alimentaire que tout le monde peut connaître, que ce soit de la manutention, en passant par tout ce que tu veux. Évidemment, je passe par des phases de dépression comme tout homme normal et tu peux pas dire que tu le vis bien, sinon c'est juste que tu ne l'as pas accepté. C'est aussi con que ça.
Euh, je me reconstruis, je remonte mon modèle tout seul. J'ai manqué de tout et je ressens aucun manque. Pourquoi? Parce que tu es complètement coupé de tes émotions et de tes sensations. Faux. Je les ressens à Raconte- 1000%, justement. On se raconte toujours des belles histoires pour pouvoir dormir la nuit. L'humain est fascinant, mais Pas d'accord. si je vais creuser, je vais tomber sur des trucs que tu n'as pas envie de voir. Mais là, tu vois, tu es déjà en train de Attends, on rentre dans sa bête de pote. Non, mais je vais pas le faire. Je vais pas le faire. Je vais pas le faire, ça te rappelle. C'est pas quelque chose que je fais. Ça marche pas comme ça. Et en fait, si toi ça te convient, et si aujourd'hui tu es bien avec qui tu es dans ce que tu fais et qu'il n'y a aucun problème, qui suis-je? Ça me fait penser, qui suis-je moi pour m'imposer comme le seul phare de son existence? C'est intéressant. Qui suis-je pour aller prendre le pouvoir sur toi et aller ouvrir des portes de force, des portes que t'as pas envie d'aller ouvrir? Ça marche pas comme ça. Mais dans le cadre où tu les as ouvertes, c'est pas parce que tu sais, le travail psychologique, je Non, l'ai je les fait. ouvre pas. Je les ouvre pas si je sens que la personne en face de moi n'est pas prête à les ouvrir. Et Et si c'est pendant d'ailleurs toi, 10 ans, tu l'as déjà fait, comment t'en arrives du coup? Parce que ça, ce qui me rend antifragile, c'est d'avoir ouvert toutes ces portes de faiblesse, parce que je l'ai fait ce travail. Parce que j'étais dans une dépression énorme. Et ce travail d'antifragilité, je ne l'ai pas fait en construisant sur mon ego, je l'ai fait en construisant sur l'acceptation de ce qui s'est passé. alors peut-être que que je juge très vite et que tu as beaucoup plus fait ce travail que ce que je pense. Moi, ma croyance profonde, c'est qu'il y a une part de ce travail que tu peux faire seul Oui. et il y a une part de ce travail que tu ne peux pas faire seul. Ah, je suis Parce d'accord. qu'en fait, ton propre subconscient te protège d'aller voir les zones d'ombre les plus sombres parce qu'en fait, la nature préfère que tu sois. La nature en a rien à foutre que tu sois heureux. Ce qu'elle veut, c'est que tu sois fonctionnel, que tu puisses répondre à tes besoins de base et procréer. Donc en fait, tu peux passer toute ta vie dans un état un petit peu de survie, en étant à peu près stable et bâti sur des traumas, et aller chercher des conditions, aller remettre en question des conditionnements très profonds et ouvrir la boîte de Pandore, c'est extrêmement exigeant en termes de ressources. Ça peut te mettre une énorme claque dans la gueule et te faire sombrer dans un down énorme pendant des mois. Et ensuite, le fait d'être accompagné, ça va t'aider à en sortir. Mais ce travail-là, tu peux pas le faire seul. C'est comme une autoprotection, en fait. C'est comme une bride pour pas que tu ailles mettre les mains toi-même dans le cambouis, tu vois. Mais encore une fois, il y a beaucoup de travail que tu peux faire seul. Et j'ai l'impression de ce que tu me dis que tu l'as fait. Sinon, tu serais pas où tu es Ouais. aujourd'hui. Non, on se rejoint à 1000%, parce que moi, c'est ma femme, ma psy. Ah, ok. Il n'y a aucun sujet, elle a ouvert toutes les boîtes de Pandore. Les larmes ont coulé. On va pas faire de Bah, c'est ça. masculinité là. Et d'ailleurs, Mais c'est très bien. puisque tu as expérimenté ça, moi j'en ai un peu plein le cul d'entendre des mecs me dire oui, mais aller voir un psy, c'est un truc de fragile, c'est un truc de faible. En général, les mecs qui me disent ça, c'est ceux qui n'ont pas fait ce travail. Ouais. C'est ceux qui sont terrorisés à l'idée de faire ce travail et qui se racontent des belles histoires de je suis un mal alpha, je n'ai pas besoin de ça, je C'est ouf. supporte ça. Et en fait, quand tu creuses un peu, les fondations sont fragiles et ils s'effondrent. Oui. De toute façon, l'antifragilité, elle passe que par l'acceptation profonde de tout ce que tu voulais éviter. Mais je rejoins ta pensée. Du coup, c'est bon, on est alignés parce que oui, tu peux pas le faire seul, je suis 100% d'accord. Et c'est très, très important. Mais mine de rien, il peut y avoir 2 chemins. C'était juste pour les auditeurs en leur expliquant que c'est pas parce que tu es dans un chemin qui est préconçu comme un trauma parce que, bah, malheureusement, les faits de la vie font qu'on choisit pas avec quelle carte on est, et que parfois, bah, personne ne joue avec les mêmes cartes, hein, pour reprendre la citation. Et on a plein de citations aujourd'hui. Et ben, en gros, c'est juste pour dire ça à ces personnes-ci ou à des personnes qui potentiellement sont dans un down, émotionnel, que c'est pas pour autant que tu es dans le trou et que c'est pas parce que, bah, tu sais, l'extrême opposé, existe, que toi, tu vas pas pouvoir t'accomplir en tant qu'être, juste parce que en fait, tu as peut-être eu des cartes plus compliquées et que tu avais pas encore la paire d'as. Mhm. Mhm. Ouais, bien sûr. Ça me fait penser au fait que aujourd'hui, on nous a un peu biberonné à l'égalité et à l'égalitarisme, un espèce de concept Oui, qui n'existe pas dans la nature. La nature n'a jamais prévu une absurdité pareille. Ça n'existe exactement. pas. Donc tu te démerdes avec ce que tu as et puis voilà quoi. Ouais, c'est trop bien. C'est justement ce qui fait la beauté de la vie. Mais oui. Tiens, Et là, ça me donne, pareil, imagine comment on serait chier. Ah, de ça ouf. me donne envie d'ouvrir une autre porte. Ah, Que c'est bon. je sais, là, tu me parles d'égalitarisme. Ouais, Je sais, Artie, que tu es un grand libertarien. ouais. Ah, Donc, Tous les jours sans je, fait d'ailleurs. comme, 2 secondes. yes, pas de souci. Petite page de pub. Petite page de pub. Taxer l'État. c'est J'adore. c'est la meilleure pause possible. J'adore. Parfait, messieurs. Parfait, messieurs. Non, mais du coup, dans cette vision de libertarien,
Excusez-moi, page de pub encore une fois. Dans cette vision du libertarien, est-ce que, tu vois, comment cette vision du libertarien est compatible aussi avec ta vision, tu sais, d'anti-stress, de chercher l'équilibre, de ne pas aller chercher l'extrême, tu vois, comment elles s'épousent un peu ces deux visions aujourd'hui? Et bah, il y a une passerelle déjà qui me paraît assez évidente entre les deux, c'est la notion de responsabilité individuelle. Pour avoir longuement étudié l'économie d'un côté et la santé de l'autre, j'en suis arrivé à la conclusion que les fondamentaux sont exactement les mêmes. Les fondamentaux, c'est les lois de la thermodynamique. C'est rien ne se perd, rien ne se crée. Comme disait Milton Friedman, économiste monétariste célèbre, il n'y a pas de repas gratuit. C'est vrai en santé, c'est vrai en économie. Dans le sens où créer de la valeur en économie, c'est comme créer de l'énergie au niveau de la santé. Comment ton corps crée de l'énergie? Quand tu lui apportes suffisamment de nutriments, suffisamment d'oxygène. Dans ce qu'on appelle les mitochondries, des petites usines dans tes cellules. L'énergie, tu la crées pas par magie. Tu as beau avoir toutes les croyances du monde, ça marche pas comme ça. Donc, là où je veux en venir, c'est qu'une fois que tu as créé de l'énergie, tu peux la dépenser par un mode de vie exigeant parce que tu as besoin de performer cognitivement ou physiquement. Si tu veux pouvoir performer dans la vie, si tu veux pouvoir dépenser de l'énergie, il faut l'avoir créée en amont. Ok? Donc, si tu manges pas suffisamment ou si tu dors pas suffisamment, bah, tu puises dans tes réserves. Tu tires sur la corde, tu carbures au stress. Tu creuses de la dette. Tu fais de la dette. Quand tu fais de la dette pendant trop longtemps, comme là, on va faire le pont avec l'économie, comme la France, par exemple, après 50 ans de socialisme, de vivre à crédit et de vivre au-dessus de ses moyens, comme un mec qui boirait 10 cafés par jour et qui mangerait pas suffisamment de nutriments, et cetera, ou qui dormirait 6 heures par nuit. Quand tu arrives dans cette situation de 3 300 milliards de dettes, qu'est-ce qu'il y a comme solution? Mettre les taux d'intérêt à 20%, se prendre un mur dans la gueule, traverser une période de crise grave, crever l'abcès pour repartir de plus belle. Donc, chez l'humain, on fait le parallèle entre la France et l'humain. Chez l'humain, c'est traverser un burn-out. Pendant 6 mois, tu bouges pas de ton lit, tu fais rien de tes journées, tu peux rien produire, tu peux rien construire, et tu repars de plus belle. Ou alors, dans le cas du pays, une autre solution, c'est de provoquer une guerre pour cacher, pour foutre la poussière sous le tapis et justifier que tout parte en couille et qu'on reparte sur de bonnes bases. Et l'équivalent chez un humain, provoquer une guerre, bah, j'en ai pas trop. Peut-être mourir, on va dire. Ouais, mourir, c'est bien. Non, mais voilà. Le lien, il est évident quand tu prends ça comme ça. Et responsabilité individuelle. Enfin, tu vois, avec ce que je viens de te raconter là, le lien avec la responsabilité individuelle, il est pas si limpide, mais est-ce que c'est clair déjà ce que je vous Ouais, déblatère? ouais, 100%. Ouais, grave. 100%. 100%. Bah écoute, Ça c'est me va clair. comme réponse. Très bien. Ça me va cette réponse, ça me va très bien. Ok. Donc, le libertarien, est-ce que dans ton approche, le libertarien a un devoir de performance pour justement servir son propre intérêt? Mhm. Ou j'essaie de faire un petit pont avec ta vision de la performance, c'est quelque chose qui m'intéresse parce que toi, tu la tempères un petit peu, cette vision de la performance, parce qu'on tombe dans une forme de caricature euh, en, en Occident d'une certaine façon, dans certaines strates de la société. Tu vois, je te prends le trader, l'entrepreneur, tu vois, on est vraiment dans cette caricature de l'homme de Vitruve, tu sais, genre cette espèce d'esthétique qu'on a, on veut être, faire nos 6 séances de sport par semaine, se lever le matin à 6 heures, genre, tu sais, exceller dans tout ce qu'on fait. Est-ce que quelle est ton approche du concept de l'excellence, tu vois, et justement à quel point, en voulant servir cet intérêt de devenir la meilleure version de moi-même, en fait, je ne sers plus mon propre intérêt. Ok. Putain, il y a tellement de trucs sur lesquels j'ai envie de rebondir. Déjà, le piège, c'est l'hubris. Le piège, c'est le sentiment de toute puissance et c'est l'excès de confiance. Ça, c'est le pire des pièges. Euh, Et tu parles de meilleure version de soi-même. Ça, c'est ce que je combats le plus. Vouloir devenir une meilleure version de soi-même, ça implique de refuser qui on est, de se dissocier toujours plus de qui on est, pour atteindre un objectif lointain, un espèce de fantasme, d'idéal qui est notre version idéalisée, qui est nous, sans ses défauts, avec des qualités encore plus grandes. Ça n'existe pas. Courir après ça, c'est courir après... c'est c'est- c'est du diabolisme. Dual, deux. C'est se séparer de soi-même. Faut se rassembler avec soi-même, faut revenir avec soi-même, faut être honnête avec soi-même, être à l'écoute de soi-même. Pourquoi? Déjà pour être conscient de nos forces, de nos défauts, de là où on est bon, de là où on est moins bon, euh, pour savoir dans quoi est-ce qu'on va exceller facilement, dans quoi est-ce que ça va être beaucoup plus difficile de performer parce qu'on va devoir apprendre, on va devoir travailler énormément, alors que le mec à côté,
Il a pas les mêmes forces que nous, donc lui, il va être très bon dans un truc dans lequel nous, on sera très mauvais, bref. Comprendre qui on est, comprendre quelles sont nos forces pour trouver sa propre place et arrêter de se laisser, balloter par le désir mimétique et par les envies et les besoins qui nous sont induits par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Et juste déjà être connecté à soi-même et être à l'écoute de soi-même pour savoir ce qu'on a envie de faire et qui on a envie d'être. Bon, bah, on est déjà nous-mêmes. Donc déjà, apprendre à être soi-même, à être bien avec soi-même, à être posé avec soi, c'est déjà un prérequis de base. Et s'il n'y a pas ça, bah, on est amené à se dissocier de soi-même. Et la dissociation, c'est un terme que j'emprunte à la psychologie, hein. Plus on est dissocié de soi, plus on entre dans les troubles dissociatifs du comportement. Les stades extrêmes, c'est la schizophrénie et la bipolarité. Et la dissociation, c'est juste un réflexe de survie quand on a été traumatisé dans l'enfance. Et les gens les plus dissociés, les gens qui vont le plus mal, sont ceux qui sont le plus attirés par ce narratif de devenir une meilleure version de soi-même, de devenir une machine, de se traiter comme un robot. Parce que c'est ça aussi le problème. C'est je me traite pas comme un humain, de toute façon je ne m'aime pas, je me maltraite, je suis un robot, je dois pouvoir surperformer, je dois pouvoir ajuster tous les paramètres pour devenir qui j'ai envie de devenir. Ouais, ben non. Désolé, ça marche pas comme ça. Moi aussi, j'y ai cru pendant des années, hein, ça m'a amené très très loin dans l'autodestruction. Et là où j'ai envie de tempérer un petit peu ça, c'est en soi, si tu es dans une forme d'acceptation totale de qui tu es et tu ne cherches jamais une forme, tu vois, de challenge ou d'amélioration, tu peux tomber aussi dans une forme de suracceptation de moi, tu vois, et un peu stagnation, mais dans le sens où, tu vois, je suis dans le contentement, tout me va, tu sais, mais je m'autorise plus la possibilité d'aller chercher à faire mieux que ce que je peux faire parce que je suis trop en mode non, mais qui je suis, c'est, tu vois, c'est ça, tu vois, et m'enfermer dans une autre forme de croyance qui serait une croyance autour de la stagnation pour ne pas justement m'infliger du stress qui serait mauvais pour moi. Est-ce qu'il n'y a pas une forme aussi est-ce que c'est pas mauvais pour moi de rester là où j'en suis et de pas essayer d'aller chercher, tu vois, cette croissance? Si, si, là, je viens de te faire un monologue pour te dire t'es en sur-régime ralenti. Mais si tu ralentis trop, je vais te faire un monologue pour te dire là, t'es pas assez stressé, là, t'es une merde en fait. Là, tu manques un peu d'énergie masculine, tu manques un peu Volonté de conquête. de volonté de conquête. Et en fait, t'es un homme, t'es normalement constitué, donc tu cherches pas un garçon. Et comme dirait Karine Le Marchand. Et donc, du coup, bah, en fait, tu as envie de conquérir le monde et tu as envie d'exprimer, d'exercer de la dominance. Et donc, tu as besoin de te bouger le cul parce qu'on est dans un monde compétitif. Et en fait, si tu es passif et tu laisses les choses venir, tu vas rien accomplir, tu vas rien bâtir. Et là, on retrouve ce concept de passer d'un extrême à l'autre. Tu es dans l'extrême opposé, tu es en régime, bah, apprends à te calmer. Tu es trop calme, bah, apprends à te bouger le cul. Enfin, c'est un voyage. Ok, ouais. Ça s'appelle la vie, en Donc, fait. il y a une forme d'oscillation. Et les gens équilibrés, on va dire, c'est ceux qui se connaissent leurs propres limites et qui sont vraiment dans ce truc-là. Et les gens dissociés, déséquilibrés, c'est des personnes qui vont passer de cet extrême à cet autre extrême à chaque fois parce qu'ils n'arrivent pas à trouver la justesse dans leur façon d'être. Général, pour moi, c'est un peu trop lisse comme Ouais, explication, mais pour moi, quelqu'un qui est connecté à lui-même, qui est quelqu'un de connecté à soi, il est capable de vraiment se reposer à un moment, de rien foutre sans culpabiliser, sans se dire: «Hein, hein, hein», il fout rien. Et au moment où il va devoir performer, encore une fois, physiquement ou cognitivement, il va être ultra performant parce qu'il aura la ressource. Pour moi, l'erreur, c'est d'osciller entre le je demi-performe et je me repose à peu près. Non, faut performer à mort, j'adore. se reposer. Performer à mort puis se reposer. J'adore je performe à moitié, je me repose à moitié. Mais ça, c'est C'est heu, très tu intéressant. tout le temps en train de culpabiliser. Et tu culpabilises parce que tu es pas en train de te reposer complètement, tu es encore posé au taf, penser au taf et tu culpabilises parce que tu es en train de taffer mais tu arrives pas complètement à te concentrer et tu as encore envie d'aller scroller des culs sur Instagram, tu vois? Putain, Cet état-là, il est horrible. c'est fort. Ouais, ouais, c'est fort. Mmh, du coup, toi, dans, cette vision-là que tu es en train de construire, est-ce que tu as, est-ce que là, tu empruntes des choses donc par rapport à l'expérience que toi, tu as personnellement, des choses que tu as vues sur le côté libertarien, tu empruntes à de la psychologie, tu empruntes à plein de domaines différents, en fait, pour construire un peu cette Mmh. approche. Et est-ce que cette approche-là, du coup, tu es dans l'optique de la théoriser, tu vois? Est-ce qu'un jour on aura le Adoméos, le livre, tu vois, entre guillemets? Est-ce que tu es dans Mmh. une optique de théorisation de ça ou est-ce que tu es dans une optique de, voilà, je continue mon exploration des choses, je prends à chaque fois ce que je constate empiriquement qui peut aider? C'est quoi un peu l'approche?
C'est une bonne question, ça. On m'a jamais posé. Bien sûr que dans l'optique de théoriser tout ça, je pense l'avoir déjà fait en partie. Bien sûr que je vais écrire un livre, il va s'appeler Homo Stressus, comment gagner la guerre du stress. Dédicace à Étienne de la chaîne YouTube Le Dolmen qui m'a donné l'idée, qui fait un travail incroyable. Ce sera une couverture noire avec un homme de Néandertal en silhouette blanche qui traîne un gourdin et qui fume une clope. Voilà. Pépite, Homo Stressus. Pépite. Génial, ça. La maladie du... Exactement. Ça, ce sera le bouquin, mais dont j'ai déjà fait en partie ce travail de théoriser parce que je suis quelqu'un qui est beaucoup dans les idées, dans le mental. Mais en même temps, je suis aussi beaucoup dans la sensation, beaucoup dans les tripes, dans l'instinct. Et donc, le prérequis de base, c'est d'expérimenter, d'avoir vécu le truc, de l'avoir ressenti. Parce que si tu es que dans la théorie, c'est comme dans le business, c'est que dans la théorie, que dans l'idée, que dans l'idéation, et que tu n'implémentes rien de concret dans le monde de la matière, dans le monde physique, bah, t'avances pas. Tu peux te convaincre, tu peux te raconter l'histoire que t'avances, mais t'avances pas. Mmh. Donc moi, je considère que les deux sont importants. J'accorde beaucoup plus d'importance à l'expérience plutôt qu'au savoir universitaire. Je suis pas du tout un universitaire. J'ai jamais fait d'études dans ce domaine. J'ai failli faire des études de nutrition, mais l'entreprise où je voulais aller était en partenariat avec Danone, donc ça allait être biaisé. Donc il y avait du lobbying, donc ça m'intéressait pas. Donc j'ai tout appris sur le tas, en lisant des livres, en expérimentant, en rencontrant des gens, en écoutant des milliers d'heures de conférences sur YouTube. Et en ayant toujours à cœur d'avoir une approche systémique des choses, en comprenant les notions de systémique, de cybernétique, de boucle de rétroaction, de cerveau mécanique, Henri Laborie, Joël de Roné, les mecs comme ça là, pour avoir une approche ultra riche des choses et prendre toujours plus de recul. Et puis ça va faire 15 ans, quoi. Et ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu partages, là, on va ouvrir une autre porte, c'est la Mmh. porte de l'accès un petit peu au savoir tu sais, le mythe, en France, on vit beaucoup le mythe du diplôme. Ça veut dire qu'on accorde notre confiance à des personnes qui ont juste un petit bout de papier et j'ai un de mes potes qui a fait, psycho. Tu vois l'état des mecs, qui font psycho. Non, c'est que des gens ravagés, tu vois? Genre, il m'a montré des mecs, il m'en a parlé, il m'a raconté des trucs, je me suis dit: «Waouh, mais en fait, tu vas en psycho parce que tu as un problème à régler», tu vois? Avant d'essayer de régler le problème des autres et je me dis: «En quoi, tu vois, ce mec-là serait plus qualifié qu'un mec, par exemple, qui va être dans une forme, comme toi, d'apprentissage avec les ressources qui lui sont, à disposition, enfin tous les livres qui y a accès, toutes les vidéos, les personnes, de renom qui y a accès, tu peux participer à des séminaires, enfin tu vois? Tout ça, tu te nourris aussi d'une forme d'expérience et derrière, tu viens justifier l'efficacité de ta méthode par les résultats qu'elle obtient, plutôt que de justifier les résultats de ta méthode parce que j'ai été dans une école où ils vous ont mis un diplôme et le diplôme, il est reconnu par l'État avec un barème, un mode d'évaluation qui n'a pas été revu depuis 70 ans. Putain mec, tu poses des questions tellement complexes. Là, j'ai envie de pouvoir prendre des notes, mais c'est mon téléphone qui me sert de caméra, du coup je peux pas. Ah merde. Mais bon, premier truc, le diplôme, bon, à la base, le diplôme, c'était censé attester d'une formation et d'un savoir qui avait été bien délivré, bien reçu, bien acquis et bien intégré. Ça, c'est dans le fantasme. Aujourd'hui, c'est des universités complètement sclérosées avec des profs ravagés idéologiquement pour beaucoup. Pas tous, il y a des très bons profs, mais il y a quand même des endroits où tu as des profs, c'est encore des enfants dans des corps d'adultes. Ils n'ont même pas accès à la rationalité, ils sont pas capables de prendre du recul sur ce qu'ils disent. Ils sont emprisonnés dans l'idéologie et on les paye avec notre argent pour transmettre ça à des étudiants qui parfois même payent. Bref, c'est un scandale. Donc aujourd'hui, le diplôme, c'est devenu une étiquette. Aujourd'hui, le diplôme, c'est comme le truc certifié sur Instagram. C'est juste pour amener du crédit, de la valeur perçue et de l'autorité. Parce que le cerveau humain, il n'a pas envie de dépenser de l'énergie à réfléchir. Et donc, par défaut, il va accorder plus de crédit si en face, c'est estampillé crédible. Ça marche avec les diplômes, ça marche avec les médias, ça marche avec tout. Pourquoi est-ce que l'humain est comme ça? Bah parce que notre premier réflexe, c'est de consommer le moins d'énergie possible. La réflexion, ça demande de l'énergie. Donc, par défaut, on préfère pouvoir faire des heuristiques de pensée, des raccourcis. Voilà. On utilise tout ça en marketing, en vente. Moi, le premier. Depuis que j'ai 100 000 abonnés sur Instagram, les gens, par défaut, pensent que ce que je raconte, c'est crédible et que je sais de quoi je parle. Donc, j'envoie un message à n'importe qui, il me répond. Ok, très bien. C'est bien de le savoir, c'est bien de l'utiliser, mais c'est juste, faut le prendre pour ce que c'est. Ensuite, de mon point de vue, ce qui a le plus de valeur, c'est la synergie entre le savoir universitaire, parce que c'est bien d'avoir un petit peu, c'est bien d'utiliser aussi la méthode scientifique, mais c'est aussi bien d'avoir expérimenté soi-même, c'est aussi bien d'être un peu dans l'empirisme, d'avoir fait sa propre expérience, d'avoir fait d'avoir compris les choses soi-même, d'avoir un esprit critique aussi sur l'information que tu ingurgites, de toujours rester souverain individuellement, de toujours rester responsable individuellement et de ne pas les prendre les choses pour acquises. Sauf qu'on ne nous apprend pas ça, et ça c'est exigeant cognitivement. Et là je fais la passerelle avec le stress, qui est mon sujet principal.
J'avais écrit un post qui s'appelait plus tu gères ton stress, plus tu es capable de penser par toi-même. Pourquoi? Parce que quand tu es dans un état de stress chronique, tes cortex frontaux sont littéralement déconnectés et tu n'es capable que d'avoir des réactions primaires de survie, de fuite ou de combat pour te préparer au stress. Donc tu n'es plus capable de réfléchir. On l'a vu pendant le Covid. Comment on fait en sorte que les gens acceptent des trucs stupides, complètement absurdes? On les met en état de stress, on leur fait peur. Une fois qu'ils ont peur, on en fait ce qu'on veut. C'est la base de la manipulation. Si vous avez lu Propaganda de Bernays, c'est ça. Enfin, il y a où je fais aussi des ponts avec la neuroscience et la sociologie. Il faut lire Gustave Le Bon, Psychologie des foules. Ça, c'est un truc de ouf. Mais donc, dans un monde où les gens ont une capacité de raisonnement limitée, soit parce qu'ils sont cons, soit parce qu'ils sont en état de stress permanent, bah, le diplôme garde une place importante parce que c'est un espèce de phare dans la nuit, de repère de «Oh, il a un diplôme! Ah oui, ça doit être intéressant ce qu'il dit». Alors qu'en fait, il y a des gens extrêmement brillants qui n'ont pas de diplôme et il y a des gens complètement cons qui en ont. Mais il y a aussi des gens brillants qui ont des diplômes. Je suis pas en train de dire que tous les gens diplômés, faut pas écouter ce qu'ils disent. Je dis juste que le système est vicié et que c'est juste une espèce d'étiquette pour rassurer les gens, mais c'est du storytelling, quoi. Et surtout, il y a plus cette notion de rareté. Les diplômes à l'époque, c'était rare, donc ceux qui avaient des Ouais. diplômes avaient un job à la clé. Là derrière, tu te retrouves avec des personnes qui font 5 ans d'études et qui galèrent quand même d'avoir du job. Tout le monde a, Et de la façon. tout le monde là parce qu'il y a eu l'éducation des enfants, enfin des parents, qui nous ont inculqué le fait d'avoir un diplôme, c'est la sécurité, c'est le fait d'avoir un job, c'est le fait de ne plus se retrouver avec sans rien. Et derrière, bah, tout le monde l'a fait, et tout le monde l'a, donc il y a Et, plus ce sentiment de et rareté. surtout, il y a ce truc qui est. Enfin, moi, j'ai fait une fac, j'ai fait la Sorbonne. Et pour vous dire à quel point, tu vois, c'est sclérosé par une forme de socialisme à tous les niveaux. Et on est à l'inverse du côté, justement, mérite, élite. Et c'est tellement opposé à ça. Tu passes un semestre. Dans le cas de ton semestre, c'est les matières que tu as se compensent entre elles. Quand tu fais une année, tes semestres se compensent entre eux. En fait, tout est fait pour maximiser tes chances d'obtenir le diplôme. Et j'ai eu mon diplôme, ma licence, sans vraiment aller en cours. Genre, j'ai fait 3 ans là-bas. La première année, j'y étais. Deuxième et troisième année, j'étais plus souvent dehors que dedans. Et je l'ai eu. Bon, et j'ai eu mon diplôme, ma licence. Ça fait joli tout ça. Mais en soi, ça n'acte pas. J'ai pas appris grand-chose à la fac. En fait, ce que je savais en arrivant versus ce que je savais en sortant, tu vois, si on a un gain de 15% de connaissances. Enfin, j'étais déjà trilingue avant. Enfin, c'était une licence de langue étrangère appliquée. Je parlais pas mieux anglais ni mieux espagnol à la sortie qu'à l'entrée. Tu vois, parce que Un très bon exemple. mais c'est parce que justement, la valeur de. Et tu vois, une personne qui sort de ça, qui arrive sur le marché du travail, elle n'est pas compétitive dans un sens parce que bah, ce qu'elle a, tout le monde l'a eu. Donc le diplôme a perdu de sa valeur de par le fait que ça soit trop facilement accessible. Pareil pour le bac, tu vois. Parce qu'on biberonne les gens à l'idée de. Ouais, enfin, tu vois, pour pas avoir le bac aujourd'hui, enfin, je suis désolé, Je vais te donner un chiffre. faut y aller, hein. Dans les années 80, je crois, il fallait à peu près 115 points de QI pour avoir le bac en France. Aujourd'hui, c'est 102 points. Bon, bah, 115 points de QI, c'est aussi la limite pour avoir accès à ce qu'on appelle la logique hypothético-déductive. Donc, en fait, avoir accès à la rationalité. Euh, En dessous, il y a 5 personnes sur 6 en France. C'est chaud, hein. Attends, mais La moyenne des QI, c'est la moyenne de QI d'un médecin. Comment? La moyenne en France, on avait échangé autour de ça, c'est 98, c'est ça, en France? Ouais, et c'était avant TikTok, je pense que. Bon, bref. Maintenant, ça va monter, ça va descendre à 80. Non, non, pas 80, 80. Vous êtes des débiles. Non, mais dites-vous que 115 points de QI, c'est le seuil pour utiliser le rationnel, émettre une hypothèse et en tirer des conclusions. Mais 115 points de QI, c'est aussi la moyenne de QI des médecins. Donc là, ça veut dire que la moitié des médecins basent tout ce qu'ils font sur de l'idéologie et de la croyance. C'est pour ça que c'est des charlatans. Oui. Et je voudrais vous donner un autre exemple. Moi, aujourd'hui, ça fait 15 ans que j'explore tout ça et que je produis du contenu, que je comprends, que j'expérimente, que j'affine mon approche. Là, il y a 3 semaines, j'ai un nouveau client qui a rejoint. Il est médecin, il a fait 10 ans d'études. Et bah, il va pas bien. Il va pas bien, donc bah, il a fait appel à moi. Et maintenant, on bosse ensemble et on a commencé à faire un sacré taf. Mais tout ça pour dire que, bon, il y en a pas beaucoup des médecins qui font 10 ans d'études et qui mettent suffisamment l'ego de côté pour se dire je vais payer 3000 balles pour me faire accompagner par un mec qui a aucun diplôme dans la santé, tu vois. Mais il y en a. Tu vois.
Mais je trouve Et ça, justement, symboliquement, c'est un truc de ouf. Diplôme quand dans tu l'instant. échanges avec lui, Sacré débat, ça. Bah ouais. Mm. quand tu échanges avec lui, parce que forcément, quand tu fais 10 ans d'études dans quelque chose, tu as de la connaissance, tu as de la croyance, tu as tout comment dire, un package, j'allais dire, de façon de penser, façon de voir le monde, façon de soigner, façon de faire les choses, Ouais. qui t'est tabassé pendant 10 ans aussi. Ouais. Euh, Quand tu arrives, toi, et qu'il y a derrière potentiellement, il n'est pas juste en sortie d'études, ce médecin, peut-être qu'il a déjà pratiqué pendant quelques années. Ouais. Quand toi, tu arrives et que tu lui dis, bah écoute, tout ce que tu as, enfin, tu as plein de trucs qui sont à garder, mais quand tu viens et tu remets en question ce système de croyance ou des parties de ce système de croyance, est-ce qu'il y a un rejet ou est-ce que c'est, tu vois, tu Ouais. peux quand même débunker les choses avec lui un peu? Tu te doutes bien que si il a eu l'ouverture d'esprit de faire appel à moi, c'est qu'il a déjà fait en grande partie, même totalement, ce travail lui-même de débunker. Mhm. C'est un gars très intelligent, donc il a gardé une capacité à prendre du feedback du réel. Il a de la flexibilité cognitive, il est capable d'intégrer de nouvelles informations et de prendre conscience que certaines informations qu'il avait intégrées dans son système sont basées sur des croyances et des croyances qui sont absurdes. Il a cette capacité-là que n'ont pas tous les médecins. Bon, bah, il est bien au-dessus de son pincement de QI, à mon avis, tu vois. Mais j'ai pas eu besoin de faire ce travail avec lui, parce que sinon il serait pas venu vers moi, il aurait pas pris un appel, tu vois. Enfin, Hmm. Ok. Et Ouais, donc mais là, les ils sont tellement ancrés que c'est très très difficile de changer. et oui, et surtout, les gars, quand, quand vous faites 10 ans d'études dans un domaine, euh, la plasticité cérébrale fait que vous allez surdévelopper certaines aptitudes, certaines zones du cerveau qui sont utiles et adaptées pour performer dans le cursus universitaire que vous avez choisi, et vous allez en inhiber d'autres. Ouais, mais surtout, c'est une très L'énergie, elle va pas partout tout le temps en même temps. Tu peux pas tout développer en même temps. C'est comme, tu peux pas développer 3 boîtes et faire 6 séances par semaine en même temps et gérer ta famille. Et bref, tu peux pas tout faire en même temps. Et ben, c'est pareil pour le cerveau. Et donc, t'as un cursus qui formate les gens de telle façon. Première année, on sélectionne les gens qui sont capables d'apprendre par cœur et on les sélectionne pas à leur capacité Exactement. d'adaptabilité. Donc, c'est complètement con, en fait. Tu sélectionnes des gens qui ont des caractéristiques d'ingénieurs très froids pour prendre soin des gens. Et le pire dans ce système de croyance, c'est que moi je le sais parce que toute ma famille est dans le domaine médical. Et en fait, quand tu es médecin et quand tu fais ces 10 années de médecine, premièrement, tu es du coup formaté par le système qui veut ça. Et deuxièmement, c'est une secte. C'est-à-dire que tous les mecs en médecine, ils se regroupent entre eux, ils font les mêmes soirées, ils ont les mêmes potes, ils ont tous les schémas, enfin des patterns, tu vois, psychologiques exactement similaires. Donc dès que tu sors un peu du truc, t'es mal vu par tout le monde et donc tu as ce besoin d'appartenance sur un groupe et c'est sectaire. Et oui. Et comme tu as ce besoin d'appartenance et que tu as peur d'être mis en porte-à-faux vis-à-vis du groupe si tu penses différemment, bah ton propre cerveau te convainc, te force à te conformer. Et ça, la peur du rejet, c'est la peur de la mort, c'est très lié au stress. Mieux tu gères ton stress, plus tu es capable de surmonter ça. Et puis après, il y a la fameuse expérience de conformité de H, là, où on montre aux gens des lignes de différentes tailles. Vous avez forcément déjà entendu parler de ça. Mhm. Bon, bah, cette expérience-là montre qu'il y a 10 à 15% d'une population qui est capable de garder son esprit critique, son individualité, sa souveraineté individuelle, sa souveraineté sa pensée unique, et qui est capable de se confronter au groupe. Les autres n'en sont pas capables. Alors, soit ils n'en sont pas capables et ils se conforment consciemment, soit ils se conforment même inconsciemment. est-ce que tu penses que cette capacité-là, j'ai envie d'aller sur le terrain de l'inné versus l'acquis? C'est-à-dire que tu parlais beaucoup de voilà, la mémoire génétique, l'épigénétique, les conditions de ton enfance, tout ça qui vont conditionner pour une grande partie des gens ce rapport au stress, cette construction qu'elles vont avoir, cette dissociation, elle va naître de là. Donc là, on est dans le domaine de presque de l'inné. Enfin, de l'acquis d'une certaine façon, mais tu n'as pas le même pouvoir de décision sur les choses quand tu as 8 ans que quand tu en as 28, forcément. Mhm. Euh, Ce rapport au stress, tu vois, à quel moment, tu vois, tu peux augmenter ta tolérance au stress ou ton approche de celui-ci. Tu vois, quand tu es adulte et tu fais le constat, tu te dis, OK, bon, moi, je sens que je suis quelqu'un qui stresse très rapidement. Tu vois, je prends peut-être le cas de personnes qui nous écoutent, qui disent, ouais, bah, moi, je sens que je monte très vite en pression avec le stress. C'est quoi un peu les pistes qu'il peut explorer pour justement retrouver un peu de contrôle sur ça ou, tu vois, reprendre. Imaginons que là, il soit en sur-régime à 4000 tours minute. Comment il peut faire en sorte d'être en sur-régime quand il est à 6000 tours minute plutôt? Tu vois, enfin, je sais pas si c'est clair, mais. Ok. Alors. Donc là, ce que tu me demandes, c'est comment il peut faire pour élargir sa zone de confort. Exactement. Eh ben, il peut
exploiter les capacités d'adaptation de son système. Quand je dis son système, c'est son corps, c'est son organisme. Euh, c'est là que sont intéressants tous les trucs du style douche froide, exposition volontaire au stress, par l'exposition au froid, par l'exposition au manque de nourriture, par l'exposition à la contrainte physique. Et tout ça, c'est intéressant parce que ça permet d'élargir la zone de confort. Mais encore une fois, il faut prendre conscience qu'il y a des limites à ça. Et donc, ça, c'est ce que j'appelle un peu le travail de surface. Il faut le faire, c'est important de le faire, surtout dans le monde d'aujourd'hui, surtout si tu es un peu exigeant envers toi-même et que tu as de grandes ambitions. Mais il faut avoir conscience que ça a des limites et que derrière, pour soutenir ça, bah, il va falloir travailler sur tes fondations. Parce que quelqu'un, je vais y aller carrément là-dessus. J'ai souvent fait dans des podcasts la métaphore du lavabo. Ça te parle ou pas? Vas-y, balance. Donc, imagine un lavabo qui est posé sur un meuble vaste dans une salle de bain. Il y a un robinet, il y a le siphon. Le lavabo, c'est ta capacité à encaisser le stress, c'est ta zone de confort. Le robinet, c'est toutes les sources de stress dans ta vie. C'est le froid dehors, le bruit dans la ville où tu habites, les contraintes financières. C'est l'État français qui va te prélever trois quarts de la valeur que tu prêts, tout cumulé. C'est la pire source de stress d'ailleurs. C'est tous les trucs toutes les sources de stress dans ta vie. Donc ça, c'est l'eau qui coule du robinet. Ok. Le robinet, le lavabo, il peut accueillir une plus ou moins grande quantité d'eau en fonction de à quel point tu as élargi ta zone de confort. Est-ce que tu peux monter à 4000 tours ou tu peux monter à 6000? C'est la taille de ton moteur aussi, on va dire. Donc, le nombre de cylindres, j'en sais rien. Les métaphores, c'est infini. Et le siphon, c'est qu'est-ce qu'il y a dans ta vie qui te permet d'évacuer le stress, qui te permet d'extérioriser sainement. Ok, on a posé ça. Donc, tu as 3 leviers d'action. Le problème, c'est que la plupart des gens ne conscientisent qu'un seul levier d'action. C'est comment je peux augmenter la taille du lavabo. Et ils pensent qu'à ça, en fait. Sauf qu'arriver à un stade, ils arrivent à un stade où le lavabo est tellement énorme que tout s'effondre. Le meuble, il s'effondre. Burn-out. Donc, à ces gens-là, j'ai envie de leur dire, OK, qu'est-ce que tu peux faire pour fermer le robinet et qu'est-ce que tu peux faire pour ouvrir le siphon? Alors, pour ouvrir le siphon, c'est très simple. Henri Laborie, un de mes principaux mentors, nous dit, face à un stress, on a 3 choix. Le combat, la fuite ou l'inhibition. L'inhibition, c'est quand tu ne peux ni fuir ni combattre, c'est quand tu te figes et quand tu es dans la non-action. Et toute cette énergie que tu as mobilisée pour réagir au stress, pour survivre par la fuite ou le combat, bah, tu l'intériorises, tu la gardes en toi. Bon, bah, ça, c'est pas vider le siphon. Vider le siphon, c'est fuir ou combattre. Comment tu simules de la fuite ou du combat dans ta vie? Tu vas courir un peu, tu vas faire de la boxe. Ça, c'est vider le siphon de manière contrôlée et saine. De manière malsaine, c'est tu as des salariés, tu es sous pression parce qu'encore une fois, tu as une boîte en France et du coup, tu es écrasé d'impôts. Et donc, comme tu subis un stress, et ben toi, tu te décharges sous forme d'agressivité sur tes salariés. Tu leur hurles dessus et tu leur fais la misère. Voilà. Là, tu vides ton lavabo, tant bien que mal. Donc ça, c'est un levier d'action important. Donc, avoir dans sa vie une activité sportive qui permet de se défouler sainement. Ensuite, comment je ferme le robinet? Eh ben déjà, Il y a qu'un seul levier? Parce que là, du coup, la manière de faire évacuer le stress, donc c'est Ouais. l'activité sportive. Est-ce qu'il y en a d'autres pour finir juste sur cette partie-là? Je pourrais te citer peut-être les étirements. Des étirements assez ciblés, notamment des zones qui emmagasinent beaucoup de tension émotionnelle sous forme de tension physique. Ça va être le diaphragme, le muscle de la respiration, le plexus, le diaphragme, le, le transverse qui est sous les abdos, le périnée qui est en bas, la nuque, le psoas, la colonne vertébrale. Donc étirer tout ça, très intéressant pour éviter de subir les effets de l'inhibition de l'action. On peut aussi considérer que c'est extérioriser. Et fermer le robinet, faire la liste de toutes les sources de stress dans ta vie. Il y a des trucs qu'on ne soupçonne pas. Le contexte est une énorme source de stress. Moi, je considère que vivre dans un immeuble entouré de 30 box Wi-Fi qui balancent des ondes en permanence, c'est une source de stress. Euh, oui, je sais qu'il y en a qui vont me sortir des études qui disent que non, mais en fait, toute étude scientifique est pleine de biais et la science est faite pour douter, c'est pas fait pour croire. Donc, réessayez. Euh, et Et ça peut être aussi, ton conjoint, que tu supportes pas, mais que tu t'es convaincu que tu le supportais parce que croyance, j'en sais rien. Ça peut être la ville dans laquelle tu vis, le pays dans lequel tu vis. Il y a des sources de stress. Une fois que tu as fait toute cette liste, il y a des sources de stress que tu devras subir toute ta vie. Genre si tu as fait des gosses et qu'ils chialent et qu'ils font caca dans leur couche, bon, bah, tu vas pas t'en débarrasser, en fait. Tu vas les garder, j'espère. Donc ça, c'est une source de stress, tu dois la garder. Mais peut-être que tu as un business où tu as mis en place des outils ultra compliqués qui créent des bugs et des machins, et ça, c'est une source de stress que tu peux dégager.
Ça me fait penser aux 4 L là, de Tugan, Low Human, Low Complexity, Low Cost. C'est quoi le dernier? Je sais plus, mais bref. Low tech. Ça, c'est fermer le robinet, en fait. Donc, plutôt que de se concentrer sur comment j'élargis ma zone de confort, comment je fais pour monter dans les tours et supporter ça, et plutôt que se concentrer que sur ça, se demander comment je peux vider l'évier, vider le lavabo et comment je peux fermer le robinet. Aussi. Et, et prendre en compte les 3. Voilà. Mmh. Ok, ouais, intéressant. Et c'est vrai qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, parce qu'il y a des choses qui peuvent faire stresser une personne qui Oui. vont même pas être dans le radar d'une autre, tu vois. Oui, mais ça dépend de comment tu es câblé depuis ton enfance. Par exemple, quelqu'un qui a. Imaginons quelqu'un quelqu'un qui se baladait dans un parc avec sa mère et il y a un migrant sous OQTF qui vient et qui lui met une énorme tarte dans la gueule alors qu'il a 4 ans. J'ai vu une vidéo comme ça il y a quelques mois en France. Bon, bah ça crée un énorme traumatisme. Peut-être qu'à l'âge adulte, quand il y aura un inconnu qui a l'air un peu menaçant, bah, elle va avoir un énorme stress, tu vois. Son système va détecter un stress et du coup, bah, va lui dire là, il y a signal d'alarme, faut balancer des hormones de stress parce qu'il faut se préparer à un danger. En vrai, c'est lié à un traumatisme, c'est un petit peu irrationnel d'avoir peur dès que tu croises un étranger, tu vois. C'est une peur irrationnelle. C'est les gens qui ont de l'anxiété sociale, qui vont un peu surestimer les enjeux d'aller interagir avec des inconnus. Bah ça demande de faire un travail en profondeur, un travail de thérapie pour aller, traiter le problème en profondeur, ouais. Parce que il y a des sources de stress, il y a des raisons rationnelles de stresser et il y a des moments, c'est totalement irrationnel de stresser. Et tout ça se cumule et tout ça remplit le lavabo, tu vois. Intéressant. Je verrai jamais mon lavabo de la même façon. Je vais aller dans ma salle de bain tout à l'heure. Je vais dire, toi, Le capé on parle de stress, mec. Toi, tu supportes up le stress, gros. T'es une trop petite vasque, mec. Et bah, d'ailleurs, les gars, quelqu'un qui fait un burn-out, genre un burn-out, c'est genre C'est quand ça déborde. ton lavabo, non. Burn-out, c'est quand le lavabo il s'effondre. Le lavabo qui déborde, on va dire, c'est quand tu. Juste Le après. lavabo qui déborde, c'est quand tu te mets à hurler sur ta femme ou tes gosses et 1 heure après, tu te dis putain, mais qu'est-ce qui m'a pris, tu vois. Hmm. Ça, c'est le lavabo qui déborde. Le lavabo qui s'effondre, c'est crash du système. Tout s'effondre et en fait, bah, tu avais un lavabo comme ça, il s'effondre et 6 mois plus tard, ça va mieux, mais tu repars avec un lavabo comme ça. Parce que ton système, il est tellement épuisé, tu as vidé toutes tes réserves. Il va y avoir un gros travail à faire qui va durer des mois pour te régénérer et pour réparer les dégâts. Exactement comme un pays endetté, surendetté depuis 50 ans, qui décide de monter les taux d'intérêt à 20%, comme l'a fait le gars de la Fed aux États-Unis, je ne sais plus quand, dans les années 80. Et là, c'est la récession pendant des années. C'est la période de vache maigre. C'est exactement la même chose. Pour des systèmes différents, des systèmes de niveau d'organisation différents. L'humain est un système, une société est un système. Un organe est un système qui compose un système plus grand, qui compose un système plus grand. Ça, c'est de la systémique. Ça, il faut lire Le Macroscope de Joël de Ronet. Incroyable ce bouquin, même dans le business, ça va vous ouvrir des champs de pensée de ouf. Et ça va permettre de comprendre ça. Très intéressant. Ouais, vas-y, je suis sûr que tu me passes une petite bibliographie. Avec plaisir. Je pense qu'il y a des trucs, parce qu'on en parlait la dernière fois, du fait de trop s'enfermer dans, tu sais, la littérature business. C'est comme le médecin qui va s'enfermer dans son sac de médecin, dans le business, dans le monde du business. Tu peux t'enfermer aussi dans le monde du business. Et j'adore pouvoir avoir des digressions, sortir complètement de ce monde pour ouvrir ton champ de perception. Et quand tu reviens, en fait, c'est un peu l'allégorie de la caverne, d'une certaine façon, de Platon. Tu vois, c'est qu'au bout d'un moment, il faut sortir de ta petite grotte, tu vois. Tu vas voir quelque chose et tu peux revenir avec un angle bien intéressant. J'utilise souvent Euh, l'allégorie. Ouais, bah, c'est Matrix numéro 1. Ouais. S'il y en a qui veulent l'imaginer dans une forme cinématographique, c'est un peu ça, c'est un peu l'allégorie de la caverne, le premier épisode. Le meilleur d'ailleurs, le seul digne d'être regardé en vrai, parce que le 2 et le 3, bof. Et le dernier, Revelations. Ouais, Revelations, encore pire, là, le dernier avec. Vous avez vu sur Netflix? Et honteux. Même pas. C'est honteux, ouais. Non, mais le regarde pas, tu vois, si tu veux J'ai eu économiser un mauvais un peu de temps. retour, du coup, ouais, j'ai gagné du temps. C'est ça. Ah ouais, c'est ça, économise du temps de vie. Ça peut te mettre, si t'aimais beaucoup Matrix, ça peut te mettre dans un stress, ça peut, tu vois, rentrer dans ton lavabo. Fais gaffe, ça va remplir ton lavabo. Putain, ok. Et ouais, bah, un autre thème, tu vois, pour peut-être boucler un peu sur le stress, parce qu'on a une audience, je pense, où il y a pas mal d'entrepreneurs qui écoutent ça, et je pense que bah, le discours que tu as là peut faire beaucoup de bien aussi, parce que on est vraiment dans cette notion de performance. C'est quoi les signes annonciateurs, tu vois, du burn-out? Parce que le burn-out, c'est vraiment le truc qui va te décuper, en fait, te casser en deux, te tuer, si tu veux, dans une certaine façon, et te faire renaître, tu vois, en mode enfin, ça va te prendre des mois, tu vois, d'en sortir.
qu'est-ce qui doit m'alerter? Tu vois, imagine aujourd'hui, je viens de voir, je te dis: «Écoute, bon, là, je sens que je suis un peu stressé, j'ai des petits trucs qui me disent que je suis en train de faire de la merde». Ces symptômes-là, tu vois, à quel moment ils deviennent, vraiment alertants? Déjà, je voudrais revenir à expliquer ce que c'est le burn-out. Le burn-out, c'est une maladie. Ce n'est pas une maladie purement psychologique comme la dépression. La dépression, c'est un problème de neurotransmetteurs, de carence en neurotransmetteurs, donc tout ce qui est dopamine, sérotonine, acétylcholine, tout ça. Le burn-out, c'est plutôt une problématique hormonale. En fait, le burn-out, c'est quand tu as passé des mois et des années à être en permanence dans un état de stress où tu demandais à ton corps, à tes glandes surrénales qui sont au-dessus des reins, de balancer de l'adrénaline et du cortisol en permanence. Au bout d'un moment, tes glandes surrénales sont épuisées, elles ne sont plus capables de produire du cortisol et de l'adrénaline. Et donc, tu es apathique, tu deviens une larve en fait. Parce que tu n'as plus aucune capacité d'action, puisque ce qui te met en action, ce qui te permet de te maintenir éveillé et de performer, c'est le cortisol. C'est pour ça que le matin, naturellement, on a un pic de cortisol au réveil. Et c'est très lié au soleil, etc. Bref, quand tu es en burn-out, tu ne produis plus de cortisol. Donc, tu n'es plus capable de. Tu n'as même plus envie de te lever de ton lit le matin, quoi. Tu n'es plus capable de rien foutre. Donc, ça, c'est la conséquence la plus grave. Les signes avant-coureurs de ça, ça va être déjà le fait d'avoir besoin de stimulants pour tenir. Si tu as besoin de boire 5-6 cafés par jour, c'est déjà qu'il y a un gros problème. Ça te permet de camoufler ton état d'épuisement véritable. Il y a Tous les les pauvres. ça, je les invite à tester, ne serait-ce que moi, ce que je fais en ce moment, c'est que je bois un café par jour le matin et j'en bois pas l'après-midi. Bah, des fois, l'après-midi, j'ai des coups de barre parce que ça fait 1 an que je l'ai pas fait. Et je les accepte. Avant, je les aurais pas acceptés. Je les accepte parce que je me dis: «OK, si j'ai un coup de barre, c'est le signe que» mais c'est même plus qu'un coup de barre des fois, c'est le signe que, ouais, j'étais un peu trop loin et là, il faut que je laisse mon système se régénérer. Ensuite, d'autres signes, ça peut être visuel, ça peut être des grosses cernes bleues sous les yeux qui montrent que, bon, le foie, il est un peu fatigué, qu'il galère. Ça peut être des difficultés à digérer aussi. Quand on est stressé chroniquement pendant longtemps, on va perturber la glycémie, on va développer une résistance à l'insuline, donc on va avoir d'autant plus des coups de barre après avoir mangé des glucides, on va avoir de l'inconfort digestif, parce que notre système digestif a du mal à produire des sucs gastriques pour digérer correctement les aliments. Donc en général, la mauvaise réaction par rapport à ça, ça va être de se dire, bon bah du coup, je fais un jeûne intermittent, je vais sur internet, je regarde une vidéo, on me dit que le jeûne intermittent, ça marche bien, bah, je fais un jeûne intermittent. Ah, je me sens super bien, bah oui, c'est normal, t'es pas en train de digérer, donc toute ton énergie est disponible pour la cognition. Sauf qu'en fait, si tu manges rien, comment tu vas produire de l'énergie? Bah, tu vas pas en produire, donc tu vas puiser dans tes réserves. Donc le jeûne intermittent, c'est un super outil pour se renforcer par l'hormèse quand tu es en pleine forme, quand tout va bien, mais il faut en avoir les moyens. Si tu es épuisé, tu vas pas en tirer profit, ça va te faire du mal. Encore une fois, faut contextualiser. Donc ça, c'est un signal aussi quand tu as du mal à digérer. Et plutôt que d'aller, supprimer les aliments pour retrouver du confort digestif, il va falloir accepter de passer par une période un peu de fatigue et justement d'amener beaucoup de nutriments au corps pour qu'il puisse se régénérer. Et c'est là qu'interviennent aussi les compléments alimentaires. Moi, c'est pour ça que je prends du shilajit et que je prends du magnésium, que je prends, qu'est-ce que je prends en ce moment? Magnésium, zinc, vitamine D, shilajit, mon amour le shilajit. Je regarde dans mon placard en même temps, qui est toujours ouvert, glycine le soir pour bien dormir. Enfin bref, les compléments, c'est intéressant. C'est très intéressant. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme signaux? Les maux de tête. Clairement, les maux de tête, il y a des gens qui font des migraines, par exemple. Quand tu tapes une migraine, au point où tu dois te taper la tête contre les murs parce que tu as passé 15 heures devant ton écran, bon, bah, faut le prendre pour ce qu'il est. C'est un signal fort que tu as tiré un peu trop sur la corde. Pareil, tout ce qui est trouble de concentration, brouillard mental, incapacité à prendre des décisions, incapacité à se concentrer plus de 5 minutes, tout ça, c'est pas normal. Irritabilité, trouble du sommeil, perte de libido. Quand tu as plus de libido, c'est que ton système est tellement épuisé que la fonction reproductive, il la met de côté pour se concentrer sur des fonctions primaires de survie. Je vois William qui sourit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Quand tu commences à prendre du poids, quand tu prends du poids ou que tu perds du poids en fonction des métabolismes. Il y a des gens, ils vont perdre du poids quand ils sont trop stressés. Il y en a d'autres, ils vont prendre du poids parce que leur métabolisme est flingué, que leurs mitochondries ne produisent plus suffisamment d'énergie et que leur système s'encrasse, que leur corps est tellement épuisé qu'il n'arrive plus à évacuer les toxines, que leur système lymphatique ne fonctionne plus, leurs émonctoires n'arrivent plus à suivre. Les émonctoires, c'est tout ce qui permet d'évacuer les toxines, la respiration, les urines, la transpiration. Donc prise de poids, irritabilité, je l'ai déjà dit, trouble du sommeil et puis en plus trouble du sommeil, du coup ça va créer des réactions en chaîne parce que du coup on dort mal parce qu'on est épuisé, donc comme on est épuisé,
Enfin, comme on dort mal, on se réveille, on est fatigué, on est sensible, on est irritable. Du coup, on va céder à toutes nos pulsions, on va manger de la merde, on va être encore plus stressé, machin. Et là, cercle vicieux, je peux continuer longtemps comme ça. C'est bien. Damn. Ah, il y a des trucs, tu te dis, ah ouais. Et ouais, c'est intéressant parce que je pense qu'on se met beaucoup des œillères sur Ah bah ça. oui, on adore faire ça. Tu vois là, moi je le vois, en fait, c'est des périodes souvent. Souvent, c'est pas un état dans lequel je reste pendant une période très très longue dans le temps. Je reste pas genre 8 mois, 12 mois dans cet état-là. Mais selon la saison dans laquelle je suis en termes de business, en termes d'enjeux, bah souvent je vais me rajouter du stress, me rajouter pas mal de trucs. Et bah, moi, le truc qui m'a un petit peu parlé, c'est je suis fatigué, mais j'arrive pas à dormir. Hmm. C'est ce côté, genre, je sens que j'ai de la fatigue, je suis mort, mais malgré tout, j'arrive pas à dormir et à récupérer. Du coup, ça crée aussi ce cercle vicieux. Et ça, c'est un des symptômes que tu as évoqué qui m'a parlé. Et il y en a un autre. Après, enfin, tu vois, je pense que ne pas avoir beaucoup de facilité à dormir, c'est aussi les habitudes que tu prends avant d'aller te coucher. Par exemple, alors, si tu es sur ton tel et que tu scrolles sur Insta, tu vois des culs, tu vois des trucs qui pop de partout, du marketing, des ads, tout, bah forcément, là, ton cerveau, il cogite, il cogite. Moi, le truc, avant, j'arrivais vraiment pas à dormir. J'ai commencé, bah, c'est tout con, hein, mais à lire Tintin et One Piece. Depuis, je dors Vanille. beaucoup mieux. Mais C'est parce game que changer. tu permets à ton cortisol de redescendre correctement avant de dormir. Les mauvaises habitudes d'écran et d'être surstimulé avant de dormir, ça maintient un niveau de cortisol élevé. Et du coup, bah, le niveau de cortisol élevé correspond à un état du système nerveux d'activité et donc ça te prépare pas au sommeil. Ouais, Je viens de dès que je capter suis un sur truc. YouTube, Et tu cogites avant de dormir ou t'es juste en mode t'arrives pas? Non, mais en fait, je viens de capter un truc, c'est que là, depuis quelques temps, je me suis remis à fond, et le soir, du coup, à, euh, à faire du sim racing. Mhm. Mais en gros, bah, c'est de la simulation de course. En gros, j'ai un volant. Le mec, faut pas faire Et ça. mec, mais ça demande un tel niveau de concentration. Non, mais mec, et c'est ça que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, ça me met dans un état de stress parce que je fais genre enfin, plus ou moins des parties classées en ligne avec d'autres pilotes. Genre, la moindre erreur, tu vois, ça te fait descendre Les ton ranking et tout. c'est le pire truc à faire le soir. C'est comme un mec C'est qui c'est- va. c'est un truc qui est tellement, C'est comme un c'est Nobel tellement qui dit, tous les compétitif, jours au mec. McDo, je sais pas pourquoi j'ai grossi, frérot. T'es con. Ah non, mais là, non, mais tu sais, en fait, le plus drôle, c'est que je kiffe ça. Donc, en gros, quand je termine ma journée, je me dis, j'ai envie de me détendre, mais c'est pas une activité qui détend, en fait, Non, du t'as tout. envie de te tendre. Ouais, 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 c'est ça. J'ai envie de me retendre différemment, tu vois. J'ai envie de me tendre sur d'autres sujets. Et ouais, mec, et c'est pour ça, là, genre là, je vais me coucher, mec. J'ai mon cortisol qui doit être Ce qui se passe, Au max. Ah, mais de ouf. c'est le problème. Ce qui se passe, c'est que là, cette activité-là, elle t'attire parce que tu l'as identifiée comme étant un défouloir. Mm. Sauf que, c'est comme les jeux vidéo. C'est un défouloir, mais il est uniquement psychologique parce qu'en fait, tu n'es pas en action corporellement. Et Henri Laborie nous dit, un système nerveux, c'est fait pour agir, pas pour réfléchir. Extérioriser, ça passe par l'action, par le mouvement, par le fait de se mouvoir. Et aujourd'hui, il y a plein d'activités qui vont singer le cerveau, qui vont te tromper, où tu as l'impression de te défouler, alors qu'en fait, tu ne te défoules pas du tout. Tu es toujours statique. Donc, tu rajoutes du stress parce que tu es en tension, l'instance compétition, tout ça, mais tu te défoules rien du tout, tu décharges rien du tout. Donc, c'est une énorme erreur. Voilà. ouais, j'ai eu le même pendant une période, du coup, enfin pendant une semaine. Moi, en fait, dès qu'il y a un truc qui me plaît, je vais le poncer, mais comme un bâtard. Et en gros, Call of Duty 6, donc j'ai acheté la PS5, et je me suis acheté Call of. Et genre, toutes les nuits, donc je bossais toute la journée et jusqu'au soir. Et après, au bout d'un moment, je voulais me défouler. Et c'est exactement ce que tu as dit. Je pensais que Call of Duty, c'était mon truc pour souffler, pour aller, pour penser à autre chose. Du coup, je jouais, mais littéralement, jusqu'à ce que le soleil se lève. Genre jusqu'à 6h30, 7h, enfin, mais comme un taré. Tu t'es drogué, gros. Mais vraiment, vraiment. Et du coup, bah, là, ça fait 2 semaines que j'ai pas, même 3 semaines que j'ai pas allumé la Play. Parce Je que, vais écrire un post sur les jeux vidéo, ça me fait penser. ouais, Let's go. Let's go. Non, mais ouais, intéressant. Et c'est vrai que Les gars, ils sont en train de nous parler les deux que d'addiction. Addiction de gaming. Il y a que des addictions ici. Non, mais putain, vous me donnez envie de rebondir sur plein de sujets. Déjà, premier sujet, il y a un chercheur américain qui s'appelle Harvey Milkman qui dit, j'avais écrit un post là-dessus, qui dit, on n'est pas accro, on n'est pas addict à une activité, on est addict à un moyen de gérer le stress. Et chaque addiction nous fait ressentir,
potentiellement. Les addictions comblent un besoin d'excitation, un besoin de détente ou un besoin de gratification sociale, ou deux des trois, ou les trois en même temps. Cherchez dans tout ce qui vous a rendu addict dans votre vie, ça coche une des trois cases au minimum. Attends, redis les trois. Donc, gratification Besoin sociale, et c'était quoi les deux d'excitation, premiers? excitation, détente, gratification sociale. Et vous remarquerez que ces trois choses permettent de sécréter des neurotransmetteurs, de la Ouais, dopamine, mais de l'été, l'ocytocine, de la de sérotonine. l'excitation, à fond, à Mm. balle. Ah, ça se note, Oui, non, c'est est-ce que ça te quoi? cortisol et l'adrénaline, ça se voit. Et Oui. et le côté compétitif. Parce qu'en gros, je pense pas que s'il y avait pas une façon Exactement ça. L'enjeu, je vais prendre certains termes empruntés à la psychologie. S'il n'y a pas une façon d'exercer ta dominance à travers ces vecteurs-là, ça devient moins sexy et moins intéressant. C'est ça Aujourd'hui, c'est pour ça que tu vois, quand je joue à un jeu, genre, j'aime bien jouer en ligne contre d'autres joueurs parce que jouer contre des bots, genre, je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt. Oui, t'as envie de pouvoir dominer, et c'est normal. Mm. Ouais. Et là, je prends la Pire des jeux parallèle. vidéo. au pire, mais sur les échecs, arrête de faire chier avec. Ouais. Je joue à mort aux échecs, mec. Je joue à mort aux échecs. Chess Mais je me fais- balle, dédique ta Les mecs- certification. Ouais, mais je me fais laver par des Indiens de 8 ans, tu vois, donc... Donc là, la gratification sociale, la récompense, Ah ouais. n'oubliez pas. Ah non, mais en vrai, non, ça va, je me débrouille, mais j'ai vraiment pas un gros niveau aux échecs. Mais j'aime bien, tu vois. En gros, plutôt que de scroller, je me suis mis un truc sur mon téléphone, ça s'appelle Opal. En gros, ça me bloque. J'ai le droit à 1 heure de Instagram, TikTok, machin, toutes ces conneries-là par jour. Dès que je dépasse ça, c'est automatiquement bloqué et je peux pas le débloquer. Même si je veux le débloquer, genre, je peux pas. C'est pas comme le blocage d'écran sur l'iPhone où tu peux dire, ouais, relaisse-moi 15 minutes, tu vois. Laisse-moi une dose, mec. Tu vois, tu peux pas lui dire ça. Le truc, c'est non, c'est bloqué en fait. C'est bloqué, ça se redébloque demain. Ouais, je vois. Et donc, du coup, quand j'ai tu sais, un moment de trou, plutôt que d'aller scroller, je me fais tout le temps une partie d'échecs ou autre. Mais j'essaie de faire que des trucs dans une certaine façon. On en parlait avec Slim il y a 2 semaines. On tombe dans une forme de productivisme et d'utilitarisme absolu. Ça veut dire qu'en gros, tu essaies de meubler chaque temps mort de ta journée par quelque chose qui serait utile ou Va lire, une stimulation. va lire le post que j'ai posté hier, mec. Et sur quoi tu l'as fait hier? Instagram. J'étais bloqué sur Instagram, mec, hier. Problème de closer. Je parle exactement de ça. C'est tout à fait le sujet du post. Et Baptiste allait dire un truc, du coup, je suis curieux de savoir ce que ça allait dire. Ça se trouve, Non, mais c'était pour prendre la parallèle du truc de je veux être. Enfin, cet esprit de compétition dans les jeux vidéo, dès que j'ai atteint le prestige, enfin, dès que j'ai atteint le niveau Ouais. 55, en quelques jours, en gros, j'ai pas réussi à passer le prestige. Donc, il n'y avait aucune utilité à ce que j'aille chercher plus de niveaux. Et donc, j'ai complètement arrêté. Et j'ai trouvé plus aucune utilité à jouer parce que je pouvais pas progresser dans le Bien sûr. T'as plein de trucs dans la vie. Les gars, les jeux vidéo, c'est le refuge favori pour nous les hommes, parce qu'en fait, dans les jeux vidéo, tu peux exercer de la dominance, tu peux tuer des gens, tu peux laisser s'exprimer tous tes instincts les plus profonds et les plus sordides, sans risque. Mmh. Alors qu'en fait, on est censé exprimer ça dans la vraie vie. On est censé, dans la vraie vie, porter nos couilles. On est censé tuer des gens, wesh. Non, mais t'as compris. C'est parce que j'ai un Call of. C'est pour Baptiste. En vrai, Non, mais tu vois, il a été à la guerre, gros. le côté Avoir un dans la vie. bunker avec un espèce de lance-roquette direct. Je le fais, Mais c'est ça le piège, c'est que c'est trop facile. Dans le jeu vidéo, tu peux aller conquérir un domaine, machin, avec ta team et ton armée. Ouais, mais en fait, le vrai jeu, normalement, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, tu es censé pouvoir te bouger le cul pour sortir de l'esclavagisme, pour sortir d'une situation où tu t'es inscrit dans une espèce d'échelle de dominance hiérarchique où tu n'as pas ton mot à dire, où tu subis le stress des autres. Tu es censé pouvoir sortir de ça, être discipliné, être suffisamment malin et fort pour sortir de ça, et pouvoir te gratifier toi-même, exercer de la dominance sainement, et pouvoir gagner, en fait. Être un putain de gagnant. Bah ça, c'est Slim qui dit ça, il a raison. Mais comme c'est devenu trop difficile de le faire dans le vrai monde, et qu'on a peur, ou qu'on n'a pas assez de testo, ou qu'on est paralysé, ou qu'on porte pas nos couilles, et qu'on n'a pas assez de masculin en nous, eh ben on va le faire dans les jeux vidéo. On va fuir dans les jeux vidéo. Uhum. C'est le combat par la fuite. Ouais. Les jeux Il vidéo. faut lire Henri Laborie, L'éloge de la fuite. Grosse claque. Mec, j'attends la bibliographie avec beaucoup, Et, beaucoup d'anticipation. et un autre truc aussi, tu as dit tout à l'heure que après le taf, tu avais besoin de te détendre et du coup tu vas faire une course, machin. Tu te racontes une belle histoire. Tu aurais besoin de te détendre, mais tu as envie d'être toujours aussi stimulé.
parce que l'énorme problème qu'on a, la plupart d'entre nous aujourd'hui, c'est qu'on ne sait pas, on est incapable de se sentir, d'être posé avec nous-mêmes dans le calme le plus total, dans la vraie détente, dans le vrai repos. On ne sait plus faire, on a peur de s'ennuyer. C'est devenu un gros mot en plus, on ne s'autorise pas. Ouais, Et donc, on est tout le temps en train d'osciller autour de la moyenne, pas vraiment reposé, pas vraiment performant, pas vraiment reposé, pas vraiment performant. Et le seul moyen de surperformer, d'être vraiment performant, c'est d'être vraiment reposé. Et là, tu vois, par exemple, là, je me sens en pleine forme. J'ai regardé l'Apple Watch ce matin, et ben, j'ai eu un bon sommeil profond et des bons cycles de sommeil. Et ben, il n'y a pas de miracle. Voilà. Mmh. Donc, Ouais, mais va vraiment te reposer. Va à la pêche, William. Va à la pêche. ouais, non, mais je pense que, tu vois, il y a 2 notions dans les choses qu'on aime faire et dans la façon qu'on a de les faire. Pour reprendre une terminologie américaine, ça serait le fast et le slow, tu vois? Et de le côté slow, j'ai beaucoup plus de mal. Je te donne un exemple. Je pars, endroit paradisiaque avec ma femme. On est aux Maldives, plage de rêve, sable blanc, tout seul sur la plage et tout. Elle peut se poser, lire son livre comme ça. Moi, je me pose, je lis 5 pages et puis tu vois le rocher là-haut là? Et je vais grimper sur le rocher. Mec, c'est toute ma vie ça. En fait, moi, le côté. Non, non, mais j'ai vraiment, tu vois, j'ai du mal à embrasser le côté lent des choses. J'ai le Hormis côté adrénaline, noradrénaline, tout ce que tu veux, tu vois, qui est en on fire, tu vois. Et même depuis que je suis gamin, c'est pour ça que, tu vois, depuis que je suis gamin, je kiffais tout ce qui était sport extrême. Genre, aller au skatepark, faire des backflips, enfin, taper des trucs qui sont un peu dangereux, mais excitants parce que c'est dangereux. Genre, depuis que je suis gamin, j'ai ce truc-là. Genre, je regardais Extreme Sports Channel toute la journée quand j'étais gamin. Tu vois, je sais pas si vous avez connu le EX avec Oui. le logo. Ouais, ouais, tu vois. Non, mais Genre, en fait, ça, ce qui m'attire naturellement depuis, tu vois, ça remonte à l'enfance. Le côté compétitif, le côté faire des trucs que peu d'autres peuvent faire. Tu vois, ça, c'est un truc qui m'excite. Et du coup, je me complète tellement là-dedans que j'ai du mal à juste me poser et me reposer. Tu vois? Mais en fait, on dirait que tu dissocies, ce que tu exprimes là du fait de le faire rapidement ou de le faire doucement. Mais, fast and slow, ça peut être la même chose, sauf avec juste une échelle d'intensité différente. mhm. Peut-être que toi, t'es un profil qui Parce est. que là, tu es en train de dire, si ça va vite, c'est mieux. Mais c'est pas forcément mieux. Non, c'est pas que c'est mieux, tu vois? En fait, c'est pas une question de meilleur. c'est qu'il faut, Voilà. il le Ouais, faut. c'est ça, on te le Exactement. dit. Genre, en fait, le côté, les activités que je vais associer au côté fast, tu vois, ça va être du pilotage, ça va être du ski, aller, enfin, faire des trucs, c'est des activités, du sport, de la boxe, tu vois, des trucs comme ça, où ça, ce modèle-là, on va dire, me plaît beaucoup plus et je peux me perdre dans l'activité. Mais justement, parce que l'activité est tellement stimulante qu'elle t'empêche, elle t'es dans une forme d'intuition et de réaction aux choses plutôt qu'un côté plus contemplatif que tu aurais dans une activité qui est slow, tu vois. Quand tu es juste posé en train de regarder un paysage, c'est très contemplatif. Du coup, Tu tu dis peux te quoi? retrouver un peu Ton face à ton toi-même. acti mais ton activité face, elle se transforme en slow vu qu'elle rentre dans ton cadre des habitudes. Ah non, mec, je t'invite à essayer d'avoir un raisonnement philosophique quand tu es en train de te faire tabasser sur un ring de boxe. Tu vois, c'est pas, t'es dans Non, mais tu as l'instantané, tu l'après. vois. Tu as l'après, je pense pas que tu vis le moment que là. Ouais, Là, c'est toi, vrai tu que parles que du l'après, momentum. quand tu te poses avec ton partenaire de sparring et tout, là, tu fais rien. Ouais. Genre, tu t'ennuies avec ton pote, tu peux même pas ne parler et juste kiffer le moment où, genre, tu souffles et là, c'est le moment. Mais hormonalement, tu es encore en train de surfer sur. Tu sais, t'as l'hormone qui est encore, tu vois, présente en toi, tu vois. Genre, il va falloir peut-être plusieurs dizaines de minutes avant que ça se. En fait, ce qu'il faudrait, c'est trouver, genre, quelles sont les activités de slow, genre, les identifier et ensuite de les sélectionner. Genre, je prends juste un exemple, quand je vais promener mon chien, genre, je le fais une fois par jour pendant 1 heure et demie, où on va se balader et genre sans téléphone, juste avec ma chérie et mon chien. Et ça, c'est une source, pour moi, régénératrice, qui me permet de prendre du recul et de régler mes problématiques que je dois résoudre sur mon ordi. Et Le mot sans est-ce téléphone que c'est aussi. dans ces moments-là? Ouais. Est-ce que c'est dans ces moments-là que tu as toujours les bonnes idées créatives? Ouais, 100. C'est infuse, diffuse, tu as le mode diffuse et infuse dans le cerveau. C'est pas ça le terme? Oui, oui, moi j'ai d'autres terminologies, mais c'est ça. En gros, Est-ce l'idée que c'est que William, il déconnecte vraiment en vrai? Est-ce que tu as toujours un écran à portée? En fait, c'est ça la bonne question, tu vois? Parce qu'en fait, le slow, c'est une déconnexion plus en fait, profonde. le slow, c'est un moment où tu n'es pas stimulé, tu n'es pas surstimulé. Et Ouais, aujourd'hui, c'est c'est ça. très difficile d'avoir des moments comme ça parce Ouais. que la surstimulation est très facilement accessible. Mm. Mais encore une fois, William,
on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Il y a des gens qui aiment beaucoup plus la stimulation que d'autres. Toi, tu as un profil où tu es très sensible à l'adrénaline, cortisol, dopamine. Et c'est qui tu es, c'est très bien. Je suis pas en train de te dire qu'il faut que tu te forces à te reposer, à rien foutre la moitié du temps. Tu vas mourir d'ennui si tu fais ça. Ah bah non. Juste, sois à l'écoute des signaux d'épuisement et arrête de te raconter que tu te détends quand tu fais un truc excitant, en fait. Ouais. Ah, je vais prendre ça en considération. Et là, tu vois, c'est bien parce que je pars en vacances dans 2 jours là. Mhm. Allez, tu vas me Et, jeter. et surtout, en fait, je pourrais pas l'utiliser mon téléphone Ok. parce qu'il n'y a pas de Wi-Fi. En fait, je remonte le Nil avec ma mère. Ah, c'est là. Ah, tu pars là. Putain, trop bien. Ouais, avec ma mère, ma femme et mon frère. Et du coup, genre, t'es sur. Bah, Baptiste, il m'en parlait parce que lui, il a fait ce truc-là et il m'a dit qu'il avait kiffé. Et du coup, là, ça va vraiment être le slow, tu vois. Genre, t'es posé sur le bateau, il va tout doucement. Il Génial. remonte tout doucement le Nil. Tu vas dans un temple qui est là depuis des millénaires. Tu vas regarder ce qui se passe dedans. Tu vas sortir de là. Tu vas te poser. Enfin, du coup, je pense que ça va me faire reconnecter un peu avec du slow, tu vois, un petit peu. Et tu parlais de l'extrême détente et extrême simulation, entre guillemets. Là, je pense que là, ça va me forcer à aller dans le côté très détente. Il y a un concept que j'aime bien, que j'ai appris de mon mentor Bhaskar de la chaîne Hypnomachi. Je vous invite à aller voir ça. Vous allez vous prendre des claques dans la gueule. Sinon, il y a deux vidéos sur ma chaîne en interview avec lui. Lui, il parle de réussir à jouir, de ne pas jouir. Jouir au sens prendre du plaisir, et pas forcément sexuel. Quand tu gagnes une course, tu jouis de ça. Quand tu te signes un deal, tu jouis de ça, etc., etc. Jouir de ne pas jouir. Prendre du plaisir dans le fait de ne pas être en train de faire quelque chose, d'être juste en train d'être posé avec toi-même. Ah, ça, j'adore. Ouais. Développe le Prospect. concept un petit peu. Comment tu, du coup, quelle serait Il n'y a pas besoin de développer. c'est le contentement d'une certaine façon. Non, parce qu'il prend une forme différente envers chacun. En fait, c'est propre à toi. Ouais. Oui, on peut pour certains, ça va être le contentement, ça va prendre des formes différentes. Mais juste, par exemple, euh, moi maintenant, dans les rares fois où ça m'arrive d'être pris dans un embouteillage, bah, je me dis, ok, profitons de ce moment pour ne rien foutre et être seul avec mes pensées. C'est devenu tellement rare, c'est devenu tellement un luxe que là, j'en ai l'occasion. Tu vois? Enfin, Ouais. Tu sais que paradoxalement, je suis jamais stressé dans les embouteillages parce que pour le coup, là, je suis obligé de. Enfin, j'écoute souvent des podcasts et tout, tu vois, donc je suis posé. Le podcast, je trouve que c'est un format qui est quand même assez slow, tu vois, parce que tu vois, j'adore, tu vois, écouter les gens parler. Genre, j'écoutais, bah, il y a pas longtemps le podcast d'Elon Musk sur avec Joe Rogan là. Genre, tu sais, ça dure 3 heures, c'est bien long, t'es posé et genre, tu vois, il y a, la peur de se faire tuer s'il dit je sais pas quoi, là. ouais, ouais, c'est ça. Ouais. Mais ouais, c'est pour le coup aussi mon moment slow. Vous savez, c'est quoi mon moment slow dans la journée? C'est quand je fais la vaisselle et que j'écoute mon podcast. Parce que je peux pas, tu vois, genre j'ai les mains dans le Ah, mais cambouis littéralement. Ouais, mais là, Mais t'es stimulé. stimulé. Ouais, t'es stimulé. Ouais, c'est vrai. En fait, William, il n'arrive pas à ne pas être stimulé pour le moment. Et ça dépend, c'est des périodes de vie, ça dépend. J'ai pas toujours été comme ça. Je pense que c'est depuis qu'on a la boîte avec Bat là que je me suis mis dans un état de surstimulation. Mais en fait, Avant, Ah, moi, j'étais j'adore. point comme ça. Moi, j'adore avoir des pics de stress. Genre là, typiquement, avec Jimmy, on a monté un sas en 4 jours. Et non, mais on est fait pour ça, les gars. On a tous. Vous avez quel âge là? Toi, William, t'as 30 Voilà. ans? Il n'y Ouais, a je vais que avoir Baptiste 31 bientôt. qui est un prématuré précoce. Non, mais du coup, c'est encore plus vrai pour Baptiste. Je veux dire, Oui. on est tous dans la période de nos vies où on est full testo, en pleine forme, et où en fait, on a besoin, en tant qu'homme, on a besoin de fonctionner à des niveaux de stress élevés pour accomplir ce qu'on est fait, ce pourquoi on est fait. Donc, il est normal qu'on soit attiré par de la stimulation. Quand on aura 60 ans, on n'aura pas le même discours. Quand on aura 60 ans, on prendra sûrement plus de plaisir à se balader pendant 3 heures dans une forêt sans rien foutre, tu vois. Bon, j'aime déjà ça, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, t'es déjà grand, Ben. on est attiré par des activités qui vont nous permettre de fonctionner à des niveaux de stress qui sont adaptés aux exigences de notre quotidien. Ok. Ok. Moi, Et c'est pour ça d'ailleurs que. Bah, vas-y, Bat. j'allais juste te dire que si je reviens en France, c'est juste pour avoir mon propre potager. Ah, Mmh. bah, ça, c'est stylé. Il a Bali. Ok. Et qu'est-ce que je voulais dire juste avant? Je disais, ouais, bah, de toute façon, je pense que le stress aussi, c'est, et bah, tu le sais mieux que nous, c'est en vrai une vraie cause, une des principales causes de mortalité. Tu regardes dans les zones bleues, les gens qui vivent le plus longtemps,
c'est parce qu'ils ont un mode de vie il y a presque pas de stress. Tu vois, ils sont chill, ils ont enfin, tu prends, il y a un village en Corse, je crois, tu as une île, tu sais, c'est à peu près attends, Non, mais je vois. presque à la même Il y a les zones. il y a dans ces zones bleues. Et en fait, ils ont un mode de vie hyper simple et exempt de stress. Tu vois, ils sont il y a un côté, un corps social qui est existant où les gens, ils échangent entre eux souvent. Ils sont jamais vraiment seuls dans la solitude. Donc, ils se nourrissent de ça. Ils ont un mode de vie, une alimentation qui est très saine et simple sur bah, voilà, des produits archi pas transformés pour le coup de ce que leur donne la nature et ils prennent le soleil. Tu vois. Et ils vivent jusqu'à 100 ans. Ils sont en phase avec les cycles de la nature, que ce soit jour, nuit, les saisons, les machins. Le cercle social très soudé, c'est un énorme outil pour dissiper le stress et l'anxiété. C'est d'ailleurs à ça que servent principalement les religions, mais c'est un autre sujet très vaste. Et donc, t'es jamais en train de te dire, putain, je suis tout seul, si j'ai plus un dans mon frigo, je vais crever. Donc, en fait, ce stress existentiel déjà, il dégage. Donc, le robinet, il est pas très ouvert, tu vois. Donc oui, c'est logique. Plus tu carbures au stress, plus tu raccourcis tes jours. C'est comme, je reprends l'exemple de les métaphores avec les véhicules. Quand tu achètes un véhicule d'occasion, tu achètes pas. Imaginons, tu veux acheter un utilitaire d'occasion, bah, tu vas éviter de l'acheter à un ouvrier du bâtiment qui a roulé en sur-régime en permanence, qui a pris les dodanes à 60 et qui a fait n'importe quoi avec, tu vois. Tu sais qu'il l'a stressé le camion et qu'il va te plaquer le coup de toi, tu vois. Il était bien stressé. À la limite, si tu veux acheter une maison en viager, tu vas acheter la maison de la personne qui a vécu le plus stressé. Là, tu fais l'inverse. Tu fais des paris. Exactement. Putain, ça me fait penser à un autre livre qui était pas mal de Thinking in Bets, qui est justement enfin, quand tu réfléchis à comment tu prends des décisions, en fait, souvent, ce qui te fait être très commit sur la décision, c'est de mettre un billet dessus, tu vois, et très souvent, les décisions que tu vas prendre, c'est si je te dis aujourd'hui, attends, j'essaie de pas faire un gros raccourci sur la pensée du livre. Imaginons qu'aujourd'hui, je te dis, ouais, prochaine élection, tu penses que c'est Trump ou machin qui va gagner. Tu vois, il y a l'avis que tu vas peut-être avoir selon la pensée que tu as. Mais si tu dis, OK, si tu dois miser toute ta fortune dessus, bah, il y a plus de chances que même si ça va contre ton idéologie, tu sois plus dans le vrai parce que tu as une analyse et tu mets. Enfin, les Anglais, ils ont une expression pour ça, c'est you put your money where your mouth is. Tu vois, et il y a ce côté-là. Messieurs, je dois filer, j'ai un rendez-vous avec mon expert comptable pour donner de l'argent à l'État. Un beau truc sympa. Oh, ça va trop bien avec le thème. C'est pour ça que je me suis permis une petite Magnifique. itération. Mais ouais, là, en gros, il va falloir que je file. Merci, merci Artis, c'était super intéressant. J'ai appris plein de choses et c'est très deep ce que tu as partagé. Juste avant qu'on cut l'épisode, si les gens veulent te suivre, en savoir un petit peu plus sur ce que tu fais, comment tu penses, tout ça, où est-ce qu'on peut les envoyer? Adomeos, A-D, Omeos, O-M-E-O-S. Sur YouTube, en un seul mot, Adomeos. Sur Instagram, en deux mots, ad-omeos. Et en vrai, je suis actif que là-bas, YouTube, Instagram. J'envoie plus de mails. TikTok, des fois, je publie des vidéos, mais c'est les mêmes qu'Instagram. Donc, j'ai envie de leur dire, ouais, Instagram, YouTube. Et ce sera très bien déjà. Let's Il go. est direct. Et vraiment, allez prendre le temps d'aller voir sur YouTube. Il y a du jour sur YouTube. Et envoie la biblio, mec. Très Ouais. chaud d'avoir la bibliographie. C'est chaud aussi. Genre, tu m'en mets 5-6, tu me mets du libertarien, tu me mets un petit peu psychologie des foules, tout ça, là, ça va me régaler, ça. Petite parenthèse, moi, l'idéologie libertarienne, bah, j'ai conscience que c'est un idéal et que ça n'est pas possible. Donc, je suis plutôt minarchique que libertarien finalement. Ok. Le libertarien, Ouais, c'est un peu l'humain sans aucune contrainte, tu vois. Faut un peu de bon papa aussi, faut un peu de contrainte. Donc, un État qui gère le régalien et les contrats, pourquoi pas. Magnifique. allez, Sans trop d'implication. c'est monsieur. Prenez soin de vous et ne stressez pas. Merci encore. Ne stressez plus. Ciao.